printemps 2014, dans le contexte des événements du Maïdan en Ukraine, deux régions de l'est du pays, celle de Donetsk et celle de Lugansk, font sécession du reste du territoire ukrainien pour devenir république autoproclamée. Kiev décide alors de réintégrer ces territoires par la force. De leur côté, les autorités des deux républiques qualifient les autorités ukrainiennes de régimes criminels responsables de crimes de guerre, de la mort de civils, de catastrophes humanitaires et d'autres crimes sur le territoire du Donbass. Après des années de guerre plus ou moins larvée, quelle est la situation sur place? Comment les gens vivent-ils? À quoi ressemble leur quotidien? Pour nous éclairer, des habitants témoignent, mais aussi des Français qui ont fait le choix de faire leur vie dans le Donbass. Lassée de voir tant de différences dans le traitement de l'information entre médias russes et occidentaux, Christelle, journaliste, décide en mars 2016 de tout quitter et couvrir le conflit directement dans le Donbass. La vie quotidienne, quand on vit dans le centre-ville, c'est peu ou prou la vie quotidienne des gens en Europe. Les gens vont au travail, les enfants vont à l'école ou à la maternelle pour les plus petits. Les gens vont faire leurs courses, on a des marchés, des supermarchés comme en Europe. Là où la vie est un peu plus différente, c'est près de la ligne de front, où effectivement, là, il y a beaucoup de choses qui sont détruites, beaucoup d'infrastructures, entre autres. Il y a beaucoup de gens dans certains villages de la ligne de front qui vivent sans eau courante, sans gaz, sans électricité, dans des conditions absolument déplorables, et qui n'ont plus rien en termes ni de magasins, ni d'infrastructures de ce type. En effet, dans les villages le long de la ligne de contact entre l'armée ukrainienne et les combattants du Donbass, les infrastructures publiques sont durement éprouvées. Et à Alexandrovka, en banlieue de Donetsk, quand les lignes électriques sont endommagées, c'est Alexandre qu'on appelle pour intervenir. L'électricien du village doit alors grimper en haut des pylônes, exposé aux tirs ennemis, et se retrouve alors en première ligne. On était en train de monter une ligne à haute tension. On avait un tracteur, parce que les poteaux étaient trop grands. Impossible de faire ça avec une simple échelle. On la mettait sur une remorque pour grimper. On avait terminé les 3 premiers poteaux et on était passé au 4e. J'ai posé l'échelle contre le poteau, et puis j'ai entendu un sifflement. J'ai crié « Les gars, à terre !» Il y en a une qui est tombée à 5 mètres, puis une autre, plus loin, et une troisième encore un peu plus loin. Les gars se sont levés. Bon, eh bien on arrête pour aujourd'hui. Ce jour-là, Alexandre a eu de la chance. Mais cela n'a pas été le cas de tout le monde. Depuis le début du conflit, l'ONU a comptabilisé 13 200 morts, civils et militaires. Et c'est probablement la fourchette basse. D'autres sources en comptabilisent plus du double. Le conflit a également provoqué un exode massif. Près de 2 millions de personnes ont fui le Donbass depuis le début du conflit, toujours d'après les Nations Unies. 1 200 000 ont trouvé refuge ailleurs en Ukraine, tandis que 800 000 personnes ont émigré à l'étranger, en grande partie en Russie. Gorlovka, un village situé sur la ligne de front, ne fait pas exception. L'été 2016, il y a eu un incendie à cause des obus. Toutes les vitres ont été soufflées. Et il y a eu un incendie. Après, ils sont partis en Crimée. Et puis la propriétaire à Zaporojié. Ces voisins-là sont désormais à Dniepropetrovsk et ceux-là à Kharkov. Tout le monde est parti et moi je suis restée. Je suis d'ici. Parfois on me dit qu'il faut déménager. Pour aller où? Je suis née ici. Mais Svetlana ne vit pas seule. Elle partage son toit avec sa petite fille, Darina. L'adolescente a perdu ses 2 parents alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Son père puis sa mère, tous deux de maladies qui auraient pu être mieux traitées en temps normal. Alors bien sûr, ce n'est pas l'endroit idéal pour grandir. La peur existe, elle est présente, mais on n'en parle tout simplement pas. Je ne peux pas montrer que j'ai peur. Si je commence à montrer que j'ai peur, Darina aurait peur elle aussi. C'est pour ça que je ne le montre pas. J'ai peur pour d'eux. Plus pour elle que pour moi. Mais si quelque chose m'arrive, elle se retrouvera toute seule et elle sera envoyée à l'orphelinat. Pourtant, il y a de quoi avoir peur. En effet, la menace de voir un obus ukrainien atterrir dans son jardin ou sur sa maison est loin d'être hypothétique. Elle est au contraire bien réelle et quasi quotidienne, comme nous le montre le maire de ce village. Ça, c'est un missile anti-char. C'est ce qu'il tire. Ces 2-là sont récents, ils viennent du 9A, rue Tchelutsintsev. Le premier étage a été complètement détruit à l'aide de ce missile guidé anti-char. Et ces grenades SPG-7, ils en tirent tant qu'on se perd dans les calculs. J'en ai compté environ 500 depuis le temps.
On a essayé de s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Presque toutes les maisons ont été touchées. Vous voyez à quel point les positions de l'Ukrainienne sont proches. Et voici les grenades SPG-9, bien sûr. Il y en a aussi beaucoup. Dans toutes les cours, les enfants jouent avec. Ah, et voici un 30 mm. Il a été désactivé. Récemment, ils ont attaqué le village avec ça. Le bombardement a duré 1h30. Ils ont dû utiliser 1, voire 2 blindés BMP-2. Une charge de munitions standard, c'est 150 cartouches. C'est un engin à tir rapide. Ils ont frappé l'Est, l'Ouest et le centre. J'ai cru qu'ils allaient toucher l'école. Les filles et moi, on s'est mis à l'abri. 3 enfants se sont coupés avec des éclats d'obus de cette munition. C'est donc à cela que ressemble le quotidien de Darina et des autres enfants de ces villages. Vivre avec cette menace, et pire, s'y préparer. Si ça tire au loin, je n'ai pas peur. Tant que les obus ne tombent pas à côté, je n'ai pas peur. Il n'y a pas longtemps, je suis allée me promener avec une amie. Je crois que c'était un vendredi. On était juste à côté de l'école. Et puis on a entendu un sifflement et un bruit. On aurait dit 2 objets qui tombaient. Les enfants d'ici sont différents. Ils sont plus raides, plus tendus. Honnêtement, on sent que les enfants ont peur. Pour l'instant, on a eu 3 entraînements différents. Que faire face à des mines en cas d'incendie et de tir d'artillerie. Quand il y a un incendie ou des mines, on quitte l'école. En cas de tir d'artillerie, on descend dans la cour après 3 coups de sirène. Plongés dans un quotidien où la vie a laissé place à la survie, les habitants se serrent les coudes. Et de solidarité, il en est question tous les jours pour Vera. Grâce aux dons de particuliers, elle fait parvenir des biens de première nécessité aux gens qui en ont le plus besoin. Voici 5 familles nombreuses. On est à Goulmovski. On apporte des vivres de la part de mes amis. Ça vient d'un ami allemand. Merci beaucoup pour votre aide, pour votre confiance, pour ce que vous faites depuis plus d'1 an. Merci à Vera Ivanovna. Et merci à vous d'être venus, de vous intéresser à nous. Peut-être que le monde nous verra et ça fera évoluer la situation. Il n'y a pas de travail ici, vous comprenez? Il n'y a pas de travail du tout ici. Travailler comme balayeur, les gens ne peuvent pas laisser leurs enfants seuls. Fait de la vie ici, avant la guerre, il y avait des garderies, du travail, des potagers. Maintenant, c'est même dangereux de travailler dans les potagers. Vous y allez et il y a des obus qui tombent, on nous tire dessus. Cela fait 2-3 ans que nous vivons sans récolte. Les gens meurent dans leurs potagers. Impossible d'avoir une récolte. S'il y a un endroit en particulier qui représente le mieux le manque de perspective et de sécurité, cela doit être le quartier de l'aéroport de Donetsk. Celui-ci est connu pour avoir été le théâtre de sanglants combats durant l'année 2014. Des mois durant, soldats ukrainiens et combattants du Donbass ont lutté pour le contrôle de ce lieu stratégique. Des combats qui ont laissé en ruine l'aéroport et une bonne partie des quartiers environnants. Aujourd'hui encore, des bruits d'explosions, plus ou moins lointains, se font entendre. Et pourtant, des gens continuent à y vivre, comme Nikolai. Il y a des tirs tout le temps, tous les jours. Ils tirent sur l'aéroport, sur les villages de Vesioloye, de Spartak. Nikolai a toujours sa femme et une fille qui vivent dans la vie. Mais pour rien au monde, cet ancien mineur ne quitterait sa petite maison, ses oiseaux et son potager. Ma fille m'a dit de m'installer chez eux, dans leur appartement. Je lui ai répondu que je ne quitterai jamais ma maison. Je l'ai construite de mes propres mains, je ne la quitterai jamais. Quel avenir pour ces gens-là? Quel avenir pour cette région et ses habitants? Pour beaucoup d'entre eux, un retour en arrière, un retour en Ukraine est inenvisageable. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Bon, ils peuvent me tuer. Je ne crois pas être coupable de quoi que ce soit envers l'Ukraine. Je ne leur ai rien pris. Je ne leur donnerai rien. Je suis ici chez moi et ce n'est pas moi qui est allé chez eux. Je suis chez moi. C'est eux qui viennent ici. C'est eux qui viennent chez moi. Et là, comme on dit, ce que Dieu nous a donné est à nous. Que dire? La paix avec eux n'est plus possible. Il y a eu tant de malheurs, tant de morts. C'est un véritable cauchemar. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est l'Europe qui les soutient. Tenez, voilà tout ce dont vous avez besoin, seulement faites la guerre. Il faut mettre un terme à tout cela, et la guerre prendra fin. Ils nous ont trahis, ils nous ont abandonnés, ils nous tuent tout simplement. Comment vous voulez retourner vivre sous le drapeau d'un pays qui a essayé de vous tuer depuis 7 ans? C'est pas possible. Donc les gens d'ici en sont tout à fait conscients et ça ne se fera pas. Quel choix reste-t-il si un retour vers l'Ukraine paraît inconcevable aux yeux de ces gens? Face au ressentiment, beaucoup ont le regard tourné vers la Russie.
D'après un sondage réalisé auprès d'un échantillon de 1000 habitants des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk en septembre et octobre 2020, ils sont 12% à vouloir rester en Ukraine, 8% pour l'indépendance et 58% à vouloir faire partie de la Russie. Nous ne nous battons pas d'égal à égal. C'est donc très difficile pour nous. Honnêtement, j'aimerais que la Russie nous protège. Mais elle n'est pas là. Pourtant, depuis avril 2019, Vladimir Poutine a signé un décret permettant de faciliter l'obtention de la nationalité russe pour les habitants des deux républiques autoproclamées. Un soulagement pour beaucoup, en tout cas un moyen de faciliter la vie quotidienne et les déplacements pour ces gens-là. Le 6 juin, elle aura 14 ans. Elle aura son passeport. Ce sera un passeport de RPD. Et puis nous demanderons un passeport russe. Actuellement, il y a un processus de réception de passeports russes pour toute la population. Et donc je pense qu'une fois que presque toute la population aura le passeport russe, donc sera russe de nationalité, cela fera que de facto la région sera peuplée de Russes intégralement et uniquement, et on pourra considérer que c'est une province russe à part entière. Chaque jour, il y a plusieurs centaines de personnes qui vont chercher leur passeport en Russie. Donc le nombre ne cesse de grandir. Donc je pense que l'objectif que s'est fixé Denis Pouchiline d'avoir 500 000 citoyens russes rien qu'en RPD d'ici septembre, on y arrivera peut-être, ou en tout cas d'ici la fin de l'année, du moins je l'espère, puisque c'est quand même une garantie de sécurité, on va dire, pour les habitants, puisque cela leur garantit que la Russie interviendra si jamais ça devenait réellement dangereux. Même si les conditions de vie sont difficiles, même si l'avenir est incertain, la vie continue. Ils nous tirent dessus et nous faisons des enfants. Que faire? C'est la vie continue. Oui, on est inquiet, oui, on a peur, mais c'est la vie. La vie continue. Mais si nous baissons les bras, qui d'autre prendra soin de nos enfants? Personne. Personne. Que ce soit au niveau sécuritaire ou concernant l'accès aux biens et services de première nécessité, la situation sur place reste précaire. Mais au-delà de ces problématiques à résoudre au quotidien, ce dont ces populations ont probablement le plus besoin, ce sont des perspectives d'avenir pour eux et pour leurs enfants.